Salut à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'Ethereum. Alors on va rentrer dans le détail ici. Je suis pas là ni pour vous rassurer ni pour vous faire peur. On va vraiment regarder les métriques telles qu'elles le sont et on ira voir un petit peu ce qui se passe. Pourquoi Ether a autant corrigé? Est-ce qu'il est vraiment en danger? Est-ce que les baleines, est-ce que les institutionnels le vendent? Est-ce qu'on peut s'attendre à un rebond technique dans les zones de prix actuelles? Tout ça va trouver une réponse dans cette vidéo. Donc ici, on va vraiment objectivement essayer de prendre les métriques pour ce qu'elles sont et essayer de les analyser, d'accord? Puis dans la deuxième partie de la vidéo, on ira vraiment se concentrer en fait sur l'analyse technique, d'accord? Et tu verras qu'il y a quand même une corrélation entre ce qu'on voit ici sur nos graphiques, forcément, et les fondamentaux et les métriques, d'accord? Donc aujourd'hui, on va pas vraiment parler des fondamentaux. Je vais pas te dire si Ethereum c'est bien ou pas. On le sait que c'est quelque chose de costaud. C'est la plus grosse market cap, enfin l'altcoin la plus capitalisée dans l'univers des crypto-monnaies. Elle est utilisée par énormément d'institutions. Donc je pense qu'elle a fait ses preuves, d'accord? On va pas parler de fondamentaux. On va vraiment parler d'achat, de vente, de métriques. C'est ça qui nous intéresse parce qu'on veut savoir si ce truc il part à zéro ou pas, d'accord? Je pars tout de suite sur les métriques. Donc là, on a énormément de choses à regarder. Déjà, pourquoi Ethereum a vraiment eu du mal en fait ici à casser ces sommets-là? Moi personnellement, je faisais partie des gens qui pensaient vraiment qu'on pouvait casser ces sommets-là. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, en fait, on avait beaucoup d'inflows sur les ETF. Mais vraiment, je m'en souviens très très bien. Même là, on avait vraiment des good news et tout. Et malgré ça, on a eu beaucoup de mal. On a eu des gros revers comme ça et des gros dumps qui nous ont empêchés de nous affranchir des 4000 qui était une résistance qui nous aurait permis d'aller chercher les 5000 $ et les 8000 $ derrière, d'accord? Donc ça, c'était vraiment un scénario qui était possible selon moi. Et pourquoi ça s'est pas produit? Parce qu'en fait, dès qu'Ether a essayé de le faire, donc on a même les dates, on peut vraiment regarder ça, mais là, c'était à la sortie des ETF, donc le 23 juillet, ça devait être par là, tac, 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 donc juillet. Donc c'était par ici. Donc les grosses corrections qu'on a eues là, et ici c'était décembre, ont été notamment du fait en fait de Grayscale. Et ça, j'arrête pas de le dire sur Twitter. Je sais pas pourquoi personne ne vous en parle, tellement c'est évident. Mais quand on regarde ici qu'on a eu plus d'outflow que d'inflow, c'est-à-dire que les ETF ont été un succès de la part des particuliers. Vous avez beaucoup de particuliers qui ont voulu acheter en fait de l'Ether. Le problème, c'est qu'en face ici, vous avez la petite colonne Grayscale, ETH là. Eux ont littéralement vendu en fait une grosse partie. Alors pour petite info, Grayscale en fait avait déjà un fonds, mais c'était pas vraiment des ETF, c'était backé sur ETF. Et en fait, ils pouvaient comme ça acheter de l'ETH pour en faire profiter leurs clients, d'accord? Mais il me semble qu'il y a une histoire de commission qui fait que finalement les fonds Grayscale étaient moins intéressants quand les ETF sont arrivés. On le voit ici parce que les fees ici sont à 2,50, d'accord? Donc forcément, mécaniquement, vous avez des clients qui vont en partie vendre leurs ETH Grayscale pour aller l'acheter sur BlackRock, Fidelity. Mais ce qu'on voit, c'est que ça n'a pas forcément été systématiquement le cas. En fait, ils ont vendu en partie, mais certains ne sont pas forcément retournés dans les ETF, d'accord? Alors ça, il faut vraiment comprendre ce qui s'est passé. C'est que Grayscale a mis une pression phénoménale vendeuse sur le cours d'Ethereum. C'est l'unique, quasiment la seule raison qui fait que Ether a sous-performé, d'accord? Après, on peut dire que sur ce cycle, Ether avait moins de fondamentaux. Avant, on avait la DeFi, les NFT, etc. Mais quand même, quand vous avez des outflows qui sont supérieurs à des inflows, c'est pas un échec des ETF. C'est juste que vous avez une pression qui était nettement plus vendeuse chez Grayscale parce que précisément, c'était les seuls à proposer de l'Ether avant et ils possédaient des quantités énormes, 3 millions d'Ether. Pour vous donner un ordre d'idée par rapport à la supply d'Ether, ils possédaient plus d'Ether que de BTC. C'est pour vous, pas en nombre, par rapport à la supply de BTC et d'Ether. Ils possédaient beaucoup plus d'Ether. Donc, il y avait une vraie pression vendeuse de la part de Grayscale, d'accord? Donc ici, on voit que lors de la sortie des ETF, ils ont vendu, alors que les chiffres se portaient bien, hein. Si on regarde, on avait quand même des inflows qui étaient quand même conséquents, tu vois. Donc, plus ça descend, plus les inflows côté ETF sont de moins en moins nombreux, parce que c'est normal, plus tu te prends comme ça des cartouches, moi tu as envie d'en acheter en fait, hein. Donc ça a découragé les investisseurs très clairement, et on a vraiment eu cette pression vendeuse de Grayscale. Donc ce qui nous intéresse maintenant, c'est, et alors cette pression, elle continue ou pas? Elle a quasiment continué, on le voit, mais de moins en moins, tu vois, vraiment ils ont commencé à ralentir en fait leur vente jusqu'à ce qu'on arrive donc ici précisément début mars. Et là début mars, c'est quasiment le néant, il n'y a plus une seule vente de Grayscale, il y a même du rachat côté Grayscale.
d'accord? Probablement parce ils sont arrivés en fait sur les seuils sur leurs entrées en fait, hein, sur les prix d'entrée de leurs clients. Donc vraiment, je pense que ça peut s'expliquer par là. En tout cas, ce qu'on peut dire ici, c'est que oui, il y a du FUD. Et donc en fait, regarde, c'est drôle parce que le sentiment c'est complètement inversé. Ici, les clients voulaient de l'Ethereum. Grayscale a poussé les prix vers le bas, c'est pour ça qu'on s'est pris des grosses cartouches ici, tu vois. Et en fait, le sentiment s'est retourné, c'est-à-dire que quand Grayscale a ralenti en fait la vente précisément de leurs Ethers, eh bien, ça s'est accéléré du côté des particuliers parce que là, on était plus dans de la panique. Et c'est précisément quand on commence à avoir de la panique que eux ont complètement arrêté de vendre leurs Ethers et ont commencé même à en racheter. D'accord? Et là, on est quasiment sur de la capitulation. Hein. On a quasiment plus d'outflow. Et c'est pour ça que je vous dis, ça se retrouve en fait sur le prix. Si on passe en daily, eh bien, on a en fait de moins en moins. On pourrait même mettre des bonnes de boulanger. On a vraiment de moins en moins. Là, tu vois, on avait vraiment des grosses cartouches, vraiment des grosses liquidations. Et là, quasiment plus rien. On a de moins en moins de volatilité. C'est plutôt bon signe. Hein. C'est plutôt bon signe de voir une volatilité qui se réduit. C'est toujours comme ça. Hein. Là, c'est pareil. On a des gros dumps, gros dumps, gros dumps. Puis là, de moins en moins, moins en moins. Et puis après, ça se retourne. Et c'était pareil, en fait. Là, hein, on avait des grosses cartouches. Puis là, de moins en moins. Et puis ensuite, on a un retournement de... Donc, c'est un petit peu tout le temps la même psycho. Donc, pourquoi je passe autant de temps sur Grayscale? C'était vraiment pour t'expliquer ici que si on a été rejeté, c'est pas parce que Ether c'est de la merde, c'est pas parce que les fondamentaux sont pas bons, c'est parce qu'en fait on a eu des pressions vendeuses qui ont été extrêmes de la part de Grayscale. D'accord? Après on ira voir des métriques un peu plus visuelles. Donc ici ce qu'il faut se dire, c'est que sur les niveaux actuels, elles ne vendent plus. Grayscale ne vend plus. Et ils ont même tendance à en racheter un petit peu, d'accord? Ça c'est... Voilà, ils en rachètent un petit peu et on a quasiment plus de ventes ni côté particulier, ni côté Grayscale. Et ça peut s'expliquer par une chose assez simple. C'est ce qu'on appelle l'underwater. Est-ce que les acheteurs d'Ether sont sous l'eau ou pas? Underwater, sous l'eau. Donc, ça veut dire est-ce qu'ils sont en profit ou pas? Donc là, ce graphique est intéressant. On a globalement, alors les stackers, donc ceux qui stackent, donc globalement ceux qui ont acheté de l'Ether et qui ont mis ça sur Lido ou en stacking, sont-ils en plus-value? Sont-ils sous l'eau ou pas? Quasiment 70% des stackers sont globalement en perte, d'accord? Donc c'est quand même, donc là c'est en Ether et là tu peux le voir en dollars. Donc en dollars c'est quasiment 80%, donc ça reste énorme. Je dirais qu'en fait on a vraiment les 2/3 qui sont en perte sur Ethereum. Alors là ce qui est intéressant, là tu dois dire mais c'est catastrophique. Alors en général quand tu es en perte tu ne vends pas. Voilà, faut le savoir. En tout cas, les professionnels ne font pas ça. Ils ne vendent pas quand ils sont la tête sous l'eau. Hein. Ils ont tendance à prendre leur profit plus tôt. Et donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est quid des 30 et des 20% qui sont encore en plus-value. Où ont-ils acheté pour être en plus-value? Eh bien, en fait, on est quasiment sur leur niveau d'entrée. Donc, le break-even se situe vraiment à 1800. Et tous ceux qui sont en dessous 1800 sont plutôt en positif, en fait. Donc, ça veut dire que sur les niveaux actuels, on commence à attaquer, je dirais, une partie des personnes, enfin, des holders d'Ether qui ont acheté leurs Ethers dans des zones qui sont vraiment institutionnelles, voire carrément des zones d'accumulation. Et c'est pas des petites zones. Hein. On voit que globalement, compte tenu de tout ce qu'on a là, on a quand même eu pas mal d'achats sur les niveaux actuels. Hein. 1800, c'est quasiment un des pics les plus élevés. Après, on a celui-là autour des 1900, d'accord? Donc, on est vraiment ici sur une zone, je dirais, une zone d'achat qui est importante. Et tous ceux qui ont acheté sous les 1900 $ sont encore en plus-value aujourd'hui. D'accord. Donc ça, il faut le savoir. Donc tous ces gens-là sont globalement des holders qui n'ont aucun intérêt à vendre aujourd'hui, sinon ils vendent en perte. Donc ça diminue forcément, d'où le point de capitulation que je t'ai montré tout à l'heure avec de moins en moins de ventes sur les ETF. Surtout que ces gens-là ont acheté beaucoup plus cher, d'accord? Et donc là, on attaque vraiment le gros du morceau, c'est vraiment les holders long terme, etc. Donc là, on peut se dire déjà, en regardant ces graphiques, que globalement, on est en train de rentrer dans des zones qui sont des zones long terme dans lesquelles on a vraiment des personnes qui ont acheté et accumulé de l'Ether il y a très longtemps. Donc globalement, on a dit 1900, donc ça se situe plutôt par là. Ok, donc je vais globalement te tracer. En fait, c'est le range qui est ici, hein, cherche pas. Donc on est vraiment dans cette localisation-là. Et cette localisation-là sur l'Ether,
est une localisation, donc a été une localisation très bénéfique sur le long terme, et là où se sont positionnés des acheteurs, d'accord? Donc c'est pas ici que je vais te dire de vendre, parce que on a de moins en moins de ventes côté institutionnel, de moins en moins de ventes côté particulier, d'accord? Et c'est en plus de ça une zone qui a été extrêmement bénéfique pour des personnes qui ont acheté il y a très longtemps, d'accord? On le voit ici, c'est globalement des zones dans lesquelles on a une très faible volatilité et durant lesquelles on a commencé à consolider. Et tu remarqueras que on rentre de nouveau dans cette localisation-là et on a de moins en moins de volatilité, d'accord? Donc on peut déjà se dire qu'on a 3 points qui sont extrêmement intéressants. Donc on avait vraiment ce support qui était ici, d'accord? On avait le deuxième qui se situait un petit peu au-dessus. Et on avait également celui-là, d'accord, autour des 1600 $. Donc ces 3 localisations-là sont des localisations qui sont, à mon sens, des entrées qui sont premium si tu crois en Ethereum et si tu crois en ses fondamentaux. Si tu oublies la pression Grayscale, qui tôt ou tard finira par cesser, sur le très long terme, si tu crois en Ether, ces 3 localisations d'achat sont à mon sens des points d'entrée qui sont vraiment extrêmement intéressants, d'accord? Si tu passes en weekly d'ailleurs au passage, et on continuera, il y a d'autres métriques ici après à regarder, si on regarde ce qui se passe ici, bien on est vraiment sur des niveaux extrêmement bas sur MACD, tendance extrêmement baissière. Donc c'est pas sur ces points d'inflexion qu'on retrouve par exemple globalement ici, tu vois. Donc ça c'était un point d'inflexion. On a eu un point d'inflexion aussi qui se situait là, précisément sur ces niveaux-là, un point d'inflexion qui se situait là. Derrière, systématiquement, on a eu quand même des rebonds qui étaient assez significatifs. D'accord? Donc là, c'était pareil, on a eu ce rebond-là. Là, c'était pareil, on a eu ce rebond-là. Tu vois, donc je te prends celui-là, je te prends celui-là. Donc, vendre ton Ether ici, à mon sens, est une erreur. Tu risques de le vendre beaucoup trop bas. C'est pas ici qu'on vend, au contraire, c'est ici qu'on a tendance à se positionner sur du long terme, tu vois. D'autant plus que sur mon RSI, quand on revient chercher des zones qui sont extrêmement survendues en weekly, donc on a eu 3 en fait, sur la durée de vie totale d'Ether, en réalité on en a eu 3. On a eu celle-ci autour des 100 $. On a eu celle-ci qui était littéralement donc le bottom du cycle du premier cycle. Ensuite, on a eu le bottom du second cycle. Donc ici, c'était le bottom ultime. Et là, on se rapproche très clairement de cette localisation-là. Donc tu vois, ces points d'entrée-là sont offerts tous les 3-4 ans. Ce n'est pas des points d'entrée qui sont offerts tous les 6 mois. Donc encore une fois, quand tu viens chercher ce type de localisation, j'ai plutôt tendance à te dire, attention, je suis pas... Voilà, j'ai de l'Ether moi aussi, mais ici, je suis en train de te donner les datas telles qu'elles le sont. C'est des métriques que je vois. C'est objectif ce que je suis en train de te dire, c'est quand tu arrives dans des zones de survente ici, c'est absolument pas là qu'il faut se mettre à vendre tout son Ether. Là, tu vas te situer dans ceux qui vont plutôt capituler, qui vont vendre justement probablement à perte en fait leurs Ethers. Les localisations vraiment pour prendre des profits sur ce genre d'assets, c'est vraiment dans les zones de survente. Lorsqu'on est vraiment, là, tu vois, là, on a vraiment du rouge en fait sur mes charts. Là aussi, on a du rouge. C'est vraiment quand on est vraiment en phase d'ascension comme ça, avec une forte volatilité à la hausse, d'accord? Pas quand la volatilité se réduit justement dans des localisations qui sont des localisations d'achat. Voilà. Donc ça, pour le topo, c'est non, je te déconseille de vendre ton Ether sur ces niveaux-là parce que je commence à voir des choses qui sont intéressantes, une volatilité qui baisse et des outflows qui cessent en fait sur Grayscale, d'accord? Des métriques, on va terminer cette vidéo par des métriques qui sont plutôt encourageantes, on va pas se mentir. Donc ça, c'est quels sont les inflows au niveau du stacking. Est-ce qu'en ce moment, parce que là, ok, on arrive dans des localisations de capitulation, tu l'as bien compris, où on va avoir une volatilité qui va se réduire, même si on peut rester très longtemps, attention, une capitulation, ça peut durer des mois, d'accord? Donc faut se préparer à une traversée du désert. Je te dis pas, voilà, je te dis simplement, voilà, on va poser probablement une espèce de bottom dans cette localisation-là, mais la traversée du désert, je crois absolument pas en ce scénario des mecs qui te disent bon on va faire ça, franchement ça c'est juste un biais. Je pense qu'on a de grandes chances de visiter ces niveaux-là pendant un petit moment jusqu'à ce qu'on puisse enfin structurer des choses un petit peu dans ce sens-là et repartir, d'accord? Donc ça c'est vraiment ce que j'ai en tête. J'ai pas voilà, même si je pense qu'on peut avoir un printemps haussier et un rebond technique, ce serait davantage pour se retrouver dans ce type de configuration, d'accord? Ça à voir. En tout cas, ici ce qui m'intéresse, c'est que depuis précisément le 20 février, donc on va regarder un petit peu où ça se situe. Donc le 20 février, c'était c'était par là. En gros, quand on a cassé le niveau des 2300 $, tout ce qui se situe ici ont été en fait ça a été de l'achat. Globalement, ça a été de l'achat et il y a eu beaucoup d'inflow sur le stacking. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ici, tu vois qu'on avait vraiment. Alors là, sur cette charte là, ce que tu vois en vert, c'est de l'inflow. C'est des gens qui achètent de l'Ether pour le mettre en stacking. Et ce qui est en rouge, c'est des gens qui l'ont vendu. Et en fait, on a eu énormément de ventes sur Ether. C'est des gens qui ont déstacké pour le vendre globalement. Mais à partir du 20 février,
on a eu vraiment des inflows massifs qui sont revenus en fait sur Ethereum. C'est-à-dire des gens qui ont acheté beaucoup d'Ether et qui l'ont mis en stacking. Mais quand je te dis un peu, c'est pas qu'un peu. Là, on voit cette courbe vraiment qui monte, qui monte, qui monte. On est passé de moins 283 000 Ether à, bah là, tu vois, on a été à 11 000. Donc là, on passe. Là, tu vois, on passe vraiment les déposits. Hein. Ça, c'est les déposits. Regarde la première ligne déposit. Puis tu as le net flow en bas. On voit que le net flow diminue, diminue, diminue. On a des déposits qui sont de plus en plus nombreux. Et ici, on a 10 000, 93 000, 174 000, 154 000 Ether, 115 000, etc. Donc 165 000, 120 000, toi, 357 000, 400 000. Donc là, tu vois, par exemple, Mars, autour des 1800 $, 1850, on a du 300 000. Donc ça reste... ça reste à mon sens énorme, ça représente une quantité quand même non négligeable d'Ether. Et on le voit ici en fait, on a vraiment eu cette phase de drawdown, donc là c'est pareil, c'est la courbe des Ethers qui sont stackés. On a eu cette période ici de drawdown, et là on voit la courbe en fait qui commence à remonter, d'accord. Donc ça nous donne des informations, c'est que globalement, vers les niveaux des 1800 $, ça commence à intéresser du monde. C'est ça que ça veut dire, hein, objectivement, quand tu regardes ces courbes-là, est-ce que tu trouves qu'elles sont décroissantes? On a de plus en plus de holders, il y en a de plus en plus de stackers. Et en même temps, c'est normal, parce que plus tu achètes ton Ether à faible coût, et plus ça sera intéressant en fait de stacker sur le long terme, c'est logique, hein, puisque tu vas très vite en fait rentrer dans tes frais. Donc là, on a vraiment cette courbe qui représente les ETH qui sont stackés, et on voit qu'on a une courbe qui est quand même ascendante. Donc ça, faut le souligner. On le voit également là. Donc ça, c'est les Ethers qui ont été déstackés, et on voit que ici, on a vraiment eu énormément d'Ethers qui ont été déstackés jusqu'à décembre. Et là, on a cette courbe qui remonte et qui va dans le sens de ce que je t'ai montré plus tôt avec de moins en moins de personnes qui déstackent et de plus en plus de personnes qui stackent. Et les niveaux actuels qu'on retrouve aujourd'hui, ça faisait très longtemps qu'on ne les avait pas retrouvés, d'accord? Quasiment septembre 2023. Donc ça, c'est plutôt des datas qui sont encourageantes, on ne va pas se mentir, hein. Donc cette courbe continue à augmenter. Donc ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles, je dirais, sur le long terme. D'accord, sur le long terme, est-ce que j'ai autre chose à te montrer? Alors, les ETF, là, c'est pareil. On a, à la sortie d'Ether, une vidéo longue, mais tu vois, je fais quand même le tour de tout ce que je peux te montrer. Qu'est-ce que c'est cette charte? On voit vraiment tous les fonds d'investissement qu'on proposait de l'Ether en ETF. Donc, au début, on avait 3 millions d'Ether qui étaient essentiellement détenus par Grayscale. Et on voit que globalement aujourd'hui, on est sur une parité entre Grayscale et BlackRock. Donc tous ces fonds n'ont pas disparu, ces gens-là ont encore leurs Ethers en fait en stacking sur leurs ETF, excuse-moi. Et d'ailleurs, on pourrait avoir un ETF stacking dans les prochains mois, hein. Donc ça serait une excellente nouvelle pour Ethereum. Mais ici, on a vraiment cette pression de Grayscale qui baisse. Et puis ici, on voit qu'on a un plateau et on a Grayscale qui ne vend quasiment plus, et voire qui a racheté un petit peu. Et on le voit aussi ici. Donc les datas que je t'ai montré tout à l'heure ici, les 4,7 que tu vois là, les 10,2 que tu vois là, eh bien en fait on les retrouve dans nos datas ici. Si tu regardes bien dans Grayscale, on voit que ça remonte un petit peu en fait. Donc globalement on les retrouve ici aussi. Donc vraiment on arrive sur des niveaux d'intérêt sur Ether qui font qu'on a de moins en moins de ventes, on a de plus en plus d'achats, on a de plus en plus de stacking. On a des ETF qui sont clairement moins vendus. En tout cas, on arrive aujourd'hui sur des points de capitulation, selon moi. C'est-à-dire que ceux qui ont vendu vendent. Et puis ceux qui détiennent leurs Ethers à perte les gardent. D'accord? Et ça, c'est précisément des périodes de capitulation durant lesquelles on commence un nouveau cycle d'accumulation et ce genre de choses. D'accord? On arrive dans des zones qui sont extrêmement survendues. Donc, tant sur mon MACD que sur mon RSI. Donc, je te dirais que est-ce qu'il va falloir s'armer de patience? Oui, très clairement. Je ne peux pas te dire que demain, on sera de nouveau à 4000, j'y crois pas. D'ailleurs, il sera intéressant de voir ce qui va se passer dans les prochains mois. Dès qu'on va relever la tête, est-ce que Grayscale va nous remettre un petit coup de marteau? Ça, c'est vraiment une vraie question, hein, parce qu'il leur reste quand même plus d'1 250 000 Ethers. Est-ce qu'ils vont vouloir s'en séparer sur des niveaux qui sont plus élevés? C'est possible aussi. D'accord? Donc ça, il va vraiment falloir le surveiller. Globalement, moi, je suis j'ai plutôt un biais bull sur le long terme, un biais plutôt mitigé sur le court terme, évidemment, parce qu'on est sur une tendance qui est baissière. Et pour terminer, on peut regarder ce qui se passe avec les différentes moyennes mobiles. Mais pour le moment, globalement, tant qu'on n'est pas revenu chercher en fait ces deux moyennes mobiles, donc et celle-ci
Et celle-ci, j'ai plutôt envie de te dire que ce sera. Alors, il y a des signaux clairement intéressants, je te l'ai déjà dit. Là, on est en zone de survente, on imprime des divergences, on retrouve ici, on retrouve du volume, on essaie de poser une espèce de double bottom. Maintenant, il faut vraiment s'affranchir du niveau des 2000 $ pour essayer de regagner les différents niveaux. Et même là, on peut se faire rejeter par la moyenne mobile qui est rouge, la moyenne mobile qui est jaune ici. Donc on peut être davantage dans une espèce de nouveau range dans lequel on va essayer comme ça de dessiner des patterns plus qu'autre chose. Sur du très très court terme, j'ai plutôt l'impression qu'on peut connaître un printemps contre toute attente, un printemps plutôt haussier, avec un rebond technique sur tous les indices. J'ai pas changé d'avis, hein. Je m'attends plutôt à ce type de scénario, avec probablement peut-être une fin d'année un petit peu plus baissière. Mais en tout cas ici, voilà, tu connais un peu le topo. Sur le long terme, je pense que c'est une bonne chose. Sur Ether, de toute façon, il fallait qu'on passe par là. C'est-à-dire Grayscale, il fallait qu'il les vende à un moment donné. Mais sur le très long terme, je me fais pas de soucis pour Ethereum, d'accord. Sur du très court terme, voilà, on est plutôt sur une dynamique baissière. Et il va falloir attendre des structures. Et les structures, ça se pose pas en 2 jours, tu vois. Même ici, sur ce type de structure, on a quand même mis plusieurs semaines, d'accord. Donc je pense qu'on est plutôt dans ce type de configuration aujourd'hui. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est un gros travail pour moi d'essayer de synthétiser toutes ces informations-là, te les mâcher, te les expliquer. Donc abonne-toi si t'aimes ce contenu. Et puis sinon, je te souhaite de passer une excellente journée. Puis je te retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao.